Deuxième partie. Et maintenant ? Chapitre 1. Le vendredi 13 avril 2012. Andy a décidé d'avoir confiance et attend les signes et les rencontres que le hasard va mettre sur son chemin. Il a décidé de prendre du bon temps et de se reposer un peu. Ce n'est que le premier jour après tout. Il a consulté ses mails et reçu la confirmation de sa rupture de contrat, un mail type envoyé par la secrétaire du grand patron. Et maintenant ? Son frigo est vide. Commençons par ça, se dit-il. 2 heures plus tard, Andy rentre chez lui, ses courses à la main. C'est la fin d'après-midi, l'heure à laquelle il se dirige d'ordinaire vers le RER pour rentrer chez lui, après sa journée de travail. En revenant du grand magasin, il a assisté aux discussions vives entre les mères qui attendaient à la sortie de l'école. Il a échangé de regards complices avec leurs enfants tenus par la main et qui attendaient exaspérés le moment de rentrer prendre le goûter. Il a vu des personnes âgées se promener dans les rues, s'asseoir en bas de chez eux et regarder la vie, leur cabas à la main. Il ne les voyait jamais avant. Il leur adressa un signe de la tête pour leur dire bonjour, ce qu'il n'osait plus faire depuis longtemps, par peur d'être ignoré. Mais ils le lui rendirent avec une certaine réserve cependant, comme s'il était un monsieur. Et en bas de son immeuble, il tomba sur son voisin, Rodrigue, assis sur un banc. Il était en train de lire. Andy hésita, puis écouta son envie et lui proposa de passer chez lui pour le dîner. Surpris, celui-ci lui serra la main et accepta avec plaisir. Rentré chez lui, il se regarda de nouveau dans le miroir, essaya de se voir avec un regard neuf. Avec son long manteau cintré à col plat, parfaitement repassé par le pressing, il a l'air aussi sérieux qu'un militaire en civil. Son corps est mince, ses hanches sont fines, son pantalon de chino, d'un noir impeccable et bien droit, et ses chaussures cirées donnent la même impression de rigueur. Quant à son visage, tout y est impeccable, parfaitement taillé. Son air est grave, peut-être même trop sérieux. Un regard qu'Andy juge froid, le visage au repos. Il tenta alors de sourire pour voir ce que cela changerait dans ses traits. Pas grand-chose. Son visage resta de marbre. La bouche sourit, mais le regard ne suivit pas. Sa peau est vraiment trop blanche, d'une pâleur maladive. Il n'aime pas ça. Il est maintenant 19 heures. Andy vient de mettre au four un gratin de poulet et de légumes au curry qu'il a trouvé au magasin. Rodrigue tape à la porte. Andy lui ouvre, tout sourire. Heureux, à force de travailler et de rentrer trop tard, trop fatigué, il avait oublié qu'on pouvait inviter les autres à passer un moment chez soi. Que c'est agréable. Lui souriant de ses yeux clairs, Rodrigue lui présente une bouteille de vin blanc de la main gauche et un sachet de macarons de la main droite. Tous deux approuvent d'un hochement de tête. Ce sera parfait. Rodrigue entre et pose ses achats sur la table, tandis qu'Andy ramène 2 verres à vin. Et assis face à face, Andy dans le canapé et Rodrigue dans un fauteuil, ils boivent tranquillement leur premier verre pour s'ouvrir l'appétit. Se sourient comme des gamins dans une cour de récréation. « Quelle bonne idée, mon cher voisin, on aurait dû faire ça depuis longtemps. » Andy acquiesce et trinque avec lui. Dans le studio, le four ronronne et fait lentement chauffer le plat. Le curry emplit lentement la pièce de son odeur chaude et piquante. « Tu es souvent en bas de l'immeuble, Rodrigue ?» lui demande-t-il. « Je ne suis jamais rentré d'habitude à cette heure-là. Je me suis promené dans le quartier cet après-midi. Ça m'a plu. Je ne savais pas qu'il y avait tellement de vie dans la journée ici. » Andy but une gorgée de vin. « C'est bête, mais j'imaginais que c'était désert, que tout le monde partait travailler à Paris. »« Oh non !» Rodrigue se tape la cuisse en riant. « Déjà, et il indique un 1 avec son pouce, tu dois compter toutes les femmes au foyer du quartier. Elles emmènent les grands à l'école ou au bus et font jouer les petits dans le square la journée. Elles forment un beau groupe soudé, très joyeux. Tu l'as vu ?» Andy secoue la tête. « Avec mes horaires matinaux, je rentre à 16 heures et je passe toujours échanger quelques mots avec elles. C'est une petite habitude qui nous fait toujours rire. »
L'une d'entre elles vient du Maroc, Souad, et elle chante d'une voix magnifique. Oh, tu verrais ça, dit-il d'un air extasié. Des chants mélancoliques avec des couplets répétitifs comme des mantras. C'est superbe. Quand je l'entends chanter, je deviens nostalgique sans savoir pourquoi. As-tu déjà eu la nostalgie d'un monde où tu n'as jamais mis les pieds ? Andy se met à rire. Je ne comprends pas ta question, lui répond-il en fronçant les sourcils. Ah, attends. Rodrigue se cale dans le fauteuil et croise les jambes en regardant vers le plafond, cherchant ses mots. Vraiment, tu n'as jamais eu ça ? Dit-il en se penchant vers lui. Tu vois, je suis un homme, je suis né en France, en Bourgogne, rien d'exotique, quoi. Mais quand j'entends ces chants orientaux, quand je sens ces parfums de cannelle et de jasmin, je suis si bien. C'est comme si je connaissais tout ça et que j'en avais été arraché, tu comprends ? Andy devient pensif lui aussi, boit une gorgée de vin. Tous deux fixent maintenant le plafond, les sourcils froncés, comme s'ils essayaient d'y déchiffrer quelque chose. « Attends, j'ai un souvenir, oui, » lui raconte soudain Andy. « À 16 ans, mon oncle m'a emmené avec sa femme en vacances en Provence. On se promenait, on allait voir des lâchers de taureaux dans les rues, et puis on est allé dans un village, les Baux de Provence, je crois, et dans une petite chapelle romane aux murs blancs, indique-t-il de la main, comme s'il voulait lui montrer l'endroit, on a écouté un troubadour jouer. Il était venu seul, mais faisait partie d'un ensemble qui reprenait des chansons médiévales. Et pendant 1 heure, il a joué de chacun des instruments anciens qu'il avait alignés devant lui. Des airs anciens, simples et beaux. Et ça m'a rendu tellement, mais tellement triste. J'ai pleuré, j'avais honte. Andy hoche la tête penaud à ce souvenir. Rodrigue rit et se penche vers lui, trinque à sa santé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, continue Andy. C'était comme si une partie de moi pleurait ces temps révolus, comme si je souffrais d'être là, à notre époque, loin de ce temps-là, alors que je n'y connais rien du tout. Je n'ai jamais étudié l'histoire du Moyen-Âge, moi. Je n'ai pas du tout fait ce genre d'études. C'était étrange. J'écoute régulièrement cette musique depuis. Enfin, ça fait un moment que j'ai oublié de le faire, mais j'ai acheté les albums du groupe de ce troubadour et je les ai beaucoup écoutés. L'émotion s'est estompée, mais le plaisir est toujours là. Les bips aigus et répétés d'un minuteur retentissent soudain, les font sursauter. Le gratin est prêt, annonce Andy. Et il rejoint le coin cuisine de son studio. Rodrigue se lève, cherche du regard une horloge et lui demande finalement l'heure. 19h30, c'est parfait, car je ne pourrai pas trop tarder. À 22h, je prends la route. Je vais passer le week-end dans ma maison en Bourgogne avec ma mère. J'adore la campagne. Pas toi ? Andy dépose sur la table de cuisine le plat aux bonnes odeurs de curry et hausse les épaules. Il n'en sait rien, la connaît à peine. Mais au fait, dit Rodrigue, commençant une phrase. Andy est en train de lui servir une part de gratin. Il suspend son geste et le regard interrogatif. C'est vrai que je t'ai croisé tôt, tout à l'heure. Tu es en congé ? Andy repose la cuillère dans le plat et le regarde dans les yeux avant de répondre. J'ai démissionné ce matin. Le visage sans expression, il attend la réaction de Rodrigue. Mais c'est formidable, ça ! Explose Rodrigue qui se lève et lui serre la main. Tu as une idée de ce que tu vas faire de tout ce temps libre ? Aucune. Rassuré, Andy, dont le souffle s'était bloqué, recommence à respirer à plein poumon. Il est vaguement honteux d'avoir démissionné et ne comprend pas pourquoi, lui qui en était si heureux le matin même. Il connaît à peine Rodrigue, mais réalise qu'il ne supporterait pas d'être jugé par lui alors qu'il a 39 ans et qu'il n'est plus un enfant. Il réalise qu'il a encore du chemin à faire. Beaucoup. Rodrigue est la première personne à qui il peut annoncer sa démission et son premier sentiment, c'est la honte. Pourquoi ? Tout en se posant la question, Andy recommence à servir le gratin pour reprendre contenance, vaguement honteux d'avoir quitté un travail sans penser au prochain.
Ça ne se fait pas dans sa famille, ni dans sa culture. Rodrigue se rend compte de son malaise et lui fait signe de s'asseoir. Assis l'un en face de l'autre, de chaque côté de la table de cuisine, leurs assiettes fumant devant eux, ils se regardent un moment un peu émus. « C'est bien, » lui dit Rodrigue, le visage sérieux. « Démissionner, c'est ce que tu pouvais faire de mieux. Tu es jeune, prends le temps de chercher ce que tu veux faire. Vu la tête que tu as, ce travail ne t'allait pas. Tu n'as pas le visage de quelqu'un d'heureux, mon gars. » Soucieux, Andy se mordit la lèvre inférieure. « Tu fais ce que je n'ai jamais osé faire, » lui avoue Rodrigue. « J'ai l'âge d'être ton père et je te le dis. Tu as bien fait. La vie passe si vite. Il faut avoir le courage de ne pas la laisser filer continuellement. Sinon, on finit par courir, entraîné par elle, et on en perd le contrôle. On ne se rend plus compte de rien. À 35 ans, j'ai eu envie de tout arrêter moi aussi, mais je n'ai pas osé. Non, vraiment, c'est bien. » Il regarde son assiette. « Oh non, ça refroidit, » lui dit-il en souriant d'un air enfantin et gourmand. « Mangeons !» Et il déplie sa serviette en papier et la pose sur ses genoux. « Ne t'inquiète de rien, » ajoute-t-il, posant sa main sur celle d'Andy un instant. « Tu as créé du vide, et la vie va t'en féliciter en le remplissant de choses nouvelles. Ça fait peur, c'est sûr, mais c'est merveilleux. »« Excellent !» dit-il en montrant son assiette avec la fourchette. Andy lui sourit et commence à manger lui aussi, détendu. Ils passèrent un moment ensemble à discuter, puis à 21h30, Rodrigue tint absolument à faire la vaisselle avec lui. Andy lui rappela qu'il partait dans 30 minutes. « Mais toi aussi ?» lui répondit-il. « On fait la vaisselle, puis tu as 10 minutes pour prendre le nécessaire pour 2 jours. Prendre l'air te fera du bien, tu es mon invité ce week-end, » lui dit-il en ouvrant les bras, les yeux rieurs. « Mais je ne vais pas m'inviter comme ça chez ta mère, Rodrigue. Je suis incapable de faire ça. Et je n'ai rien à lui offrir. Ta compagnie, Andy, ta compagnie. Ne sous-estime jamais les bienfaits de ta présence. Et puis ce sera ma façon de te remercier de ce dîner impromptu. Ce soir, ma mère recevait à dîner son club de couture. Elle ne sera pas couchée avant 23 heures. Je l'appellerai avant de partir. Ma mère adore avoir des invités, ajouta-t-il en riant de bonheur à la surprise qu'il allait lui faire. Et il se remit à la vaisselle. Andy ne savait plus que dire, touché par son invitation. Tenter de l'accepter. Oublie les civilités, mon gars. Et si tu as envie de partir avec moi dans un coin superbe où on va se faire bichonner par ma vieille et adorable mère, si ça te fait plaisir, alors tu dis oui. Et voilà, c'est tout. Il lui fit un clin d'œil. On ne t'en demande pas plus, Andy. Et Andy acquiesça. C'était oui. À 22h, ils se rejoignirent sur le parking de la résidence et comme 2 petits garçons jouant une bonne farce, prirent la route. Chapitre 2. Le lendemain, samedi 14 avril 2012 à 8h du matin. Il est 8h et Andy ne sait pas où il se trouve. Allongé sur un canapé sous plusieurs épaisseurs de couverture, il se réveille lentement au bruit du goutte à goutte d'une cafetière dans la pièce voisine et par sa bonne odeur de café frais. Quelqu'un s'y déplace en traînant ses pantoufles et en parlant aux chiens qui y piétinent également, faisant claquer leurs pattes sur une surface dure qui résonne. Est-ce de la pierre au sol ? Puis Andy entend un petit ronflement et sent un poids chaud et agréable entre lui et le dossier du canapé. Allongé sur le côté, il bascule tranquillement sur le dos et s'étire. Dehors, il fait jour. Le soleil se lève et fait entrer sa lumière dans la pièce où il se trouve, en passant à travers les fentes du volet en bois. Le chien qui dormait à ses côtés s'est assis et bâille, lui sourit en gardant la gueule ouverte et la langue pendante. La bouche sèche, Andy bâille lui aussi, s'étire et caresse la tête du petit chien qui entreprend de finir de le réveiller en lui léchant le visage, ses pattes avant posées sur sa poitrine. Andy rit.
Le corps du petit chien en frétille de joie. Andy arriva dans cette maison par une nuit totalement noire. Les réverbères n'éclairaient plus les rues à cette heure-là. Il était 1 heure du matin. Rodrigue lui fit signe d'être silencieux et le guida à la lampe de poche jusqu'à la porte d'entrée d'une vieille maison, puis le fit entrer dans une cuisine où 5 chiens les accueillirent en bâillant et s'étirant les pattes avant, en se collant de tout leur poids à leurs jambes pour avoir des caresses, les empêchant d'avancer. Puis, sans plus de cérémonie, ils repartirent à pas lourds se coucher dans différents coins de la cuisine sur leurs couvertures respectives. Andy suivit Rodrigue, traversa la cuisine et se coucha de suite dans la pièce voisine, le salon visiblement. Sur le canapé, un tas de couvertures l'attendait et sentait bon le linge séché au grand air. « Pour demain soir, on te préparera un vrai lit, » lui dit Rodrigue en s'excusant du regard, son sac à l'épaule. « Mais tu vas voir, tu seras bien là. Les chiens ne viendront pas t'embêter. » Et il monta à l'étage sur un « bonne nuit » déformé par le bâillement. Drôle de sensation pour Andy que de ne pas savoir à quoi ressemble le paysage dehors, ni à quoi ressemble l'intérieur de la maison dans laquelle il vient d'arriver, de dormir dans une pièce dont il n'a rien vu. Trop fatigué pour en avoir fait le tour avec la lumière de son portable. La curiosité attendrait demain. Il dormit dans un silence total qui le surprit et le mit mal à l'aise au début. Il vécut d'abord dans un appartement avec sa mère, aux abords d'une petite ville de province d'où il entendait la nuit le bruit du passage des voitures qui s'ajoutait au bruit venant des appartements voisins. Puis il déménagea à Paris et retrouva ce même environnement avec plus de bruit encore à l'extérieur. Il ne connaissait que ce fond sonore-là. Alors, se retrouver soudainement dans une maison sans voisinage immédiat, sans bruit de pas, de conversation ou de chasse d'eau nocturne. La maison devait être à l'écart de la route, car aucune voiture ne passa. Cette nuit-là, il n'entendit que le ronronnement du frigo, la respiration forte et les jappements des chiens en train de rêver. Aussi bien entouré, Andy se sentit bien et dormit profondément. À quel moment le petit chien le rejoignit, il n'en avait aucune idée. Et ça sent maintenant le café et le pain grillé. Andy entend Rodrigue qui parle d'une voix grave et cassée à sa mère, Yvonne, dans la pièce voisine. Intimidé, il n'ose pas se lever. Rodrigue passe soudain la tête par la porte du salon entr'ouverte. « Bien dormi, mon gars ?» Sa voix bute sur le dernier mot et fait dérailler sa question vers les aigus, ce qui les fait rire et tousser en chœur. « J'ai le gosier sec du vin blanc, pas toi ? Viens boire un coup, » lui dit-il. Debout dans le salon, Andy remet en vitesse ses vêtements et ses chaussures, vérifie que tout est bien à sa place, sans un pli. Il entend des pas se rapprocher de la porte et reconnaît les bruits de pantoufles qui glissaient sur le sol à petits pas tout à l'heure. Il finit juste à temps de s'habiller correctement, passant un dernier coup de main sur sa chemise pour enlever le dernier pli, quand la porte finit de s'ouvrir, poussée de l'extérieur. Une petite femme ronde, aux yeux clairs et au dos un peu courbé, apparaît, entourée de ses chiens qui entrent en trombe pour dire bonjour à Andy. « Bien dormi ?» Yvonne, âgée de 85 ans, roule les airs comme dans les films qu'Andy va voir dans les vieux cinémas du quartier latin. « Le café est prêt. Viens-t'en en profiter tant que c'est chaud. » Andy lui sourit et la remercie pour son accueil. « Espère qu'il ne dérange pas trop. »« Ah non, hein, pas de manière ici. » Elle s'avance vers lui et pose sa main sur le torse d'Andy, levant son regard vers lui. « Comment c'est que tu t'appelles, toi ?» Andy. « On a tous faim et soif. Alors, viens donc, mon grand. Nous fais pas attendre, » lui dit-elle gentiment, mais avec rudesse, tout en roulant les airs. Et elle lui prend la main, le guidant vers la cuisine, tout en se cramponnant à lui, le corps raidi par les années. Elle le guide ainsi à petits pas vers la table de cuisine. D'un pas si lent, qu'Andy a le temps de regarder chaque objet de la pièce, essayant de faire les plus petites enjambées possibles pour ne pas la devancer, sous le regard moqueur de Rodrigue.
Il arrive à une table de petit déjeuner comme il n'en a jamais vu. Il y a des pots de confiture et de gelée sur lesquels on a écrit au feutre bleu du pain grillé, de la brioche, des fruits. Yvonne le place à côté d'un Rodrigue radieux, ses cheveux gris en bataille. Ils parlèrent un peu, mais mangèrent surtout. La brioche est tendre, cuite la veille pour faire plaisir à son fils. La gelée de coin de l'automne dernier leur sucre la bouche avec délice. Le beurre fond sur le pain grillé, encore chaud, à l'abri, dans un panier en osier, sous une serviette de table à carreaux. Andy regarde par moments Rodrigue et Yvonne se chamailler gentiment et revoit les petits déjeuners de son enfance. Il buvait du café au lait, réchauffé à la casserole, parce que sa mère en buvait déjà depuis 4 heures du matin. Celle-ci s'en préparait une cafetière entière dès le réveil, dont elle réchauffait ensuite le contenu à la casserole au fur et à mesure de la journée. Il revoit la table de cuisine nue qu'il accueillait à son réveil, peu accueillante, le paquet de gâteaux jeté au milieu, des princes au chocolat. Et sa mère qui, assise face à lui raconte sa nuit sans sommeil, pense déjà aux difficultés qui l'attendent par cette terrifiante journée qui commence, fumant cigarette sur cigarette juste à côté d'Andy. Cette odeur de tabac froid dans leur maison et dans leur voiture le dégoûta pour toujours de la cigarette. Adulte, il fut incapable de fumer. Sa mère ne déjeunait pas. Elle ne pensa donc jamais à acheter du pain ou une viennoiserie pour son fils. En dehors des matins où elle avait des choses importantes à lui annoncer, elle ne passait jamais à la boulangerie pour lui faire plaisir. Andy petit déjeuna ainsi toute son enfance et toute son adolescence, dans la lueur blafarde du petit matin, le goût des gâteaux au chocolat dans la bouche mélangé à l'odeur de la cigarette. Dans une cuisine sans odeur de cuisine, parfaitement astiquée, reluisante. Ces souvenirs rendent la table d'Yvonne d'autant plus éclatante, et Andy mâche maintenant, avec délice, la brioche qu'elle a faite elle-même, et fait durer le plaisir. La laisse fondre dans sa bouche. Le petit chien couché sur ses chaussures lui réchauffe les pieds. Le poêle n'est pas encore allumé dans cette pièce que l'on chauffe uniquement au bois. Il y reste un peu de chaleur de la veille, mais pas tant que ça. Yvonne porte une épaisse robe de chambre sur son pyjama et Rodrigue a enfilé 2 pulls et son écharpe. Peu habitué par l'accueil qui lui est fait, lui, un étranger, Andy doit prétexter une allergie quelconque pour cacher son émotion et les larmes qui lui viennent. Mais Yvonne comprend de suite et pose sa main sur la sienne. Elle lui dit « Toi, t'es comme mes chiens. T'as pas eu la vie facile, hein? On va s'occuper de toi, hein, mon Rodrigue ?» Rodrigue hoche la tête avec force, lui sourit. « On a enfin le beau temps. Je vous demanderai bien de me bêcher le jardin aujourd'hui, pour que j'y plante enfin les pois et les haricots. Il a plu tout le mois de mars. On n'a rien pu faire encore. Pas vrai, Rodrigue ?» Andy s'empressa d'accepter, heureux de pouvoir leur être utile en échange de ce week-end de vacances à la campagne. Et c'est dans la gaieté que la table fut débarrassée, la vaisselle faite par l'un, tandis que l'autre passa dans la salle de bain. Et à 9h30, tout fut prêt. Chapitre 3. Un peu plus tard, dans la journée. Il est 9h30. Yvonne, accrochée au bras de son fils, tous les 3 traversent le petit village, entourés des chiens qui se courent après, reniflent chaque arbuste, chaque brin d'herbe, mais qui, à la surprise d'Andy, se mettent immédiatement sur le trottoir à attendre, fièrement, la gueule béante, dès qu'Yvonne leur crie « Trottoir !» lors du passage d'une voiture. « C'est bien !» les félicite-t-elle alors, et heureux d'avoir fait plaisir, ils repartent en courant. « Rien de tel qu'un chien adopté !» raconte-t-elle à Andy. « Pas besoin de laisse, pas besoin de les dresser non plus. Le chien veut tellement bien faire, précise-t-elle en roulant les airs. Il veut tellement qu'on soit content de lui, qu'on peut tout lui faire faire. Tiens, toi qui as dormi avec eux, ils t'ont point embêté, si ?
Tu les as entendus aboyer une seule fois, pour rien ?» demande-t-elle, fière d'avance de sa meute. « Non, je les ai juste entendus ronfler, » dit-il en se retournant. Hector, un gros chien noir, le dominant de la meute, vient de lui donner un coup de truffe à l'arrière du genou. « Oh, il t'aime bien, mon Hector, ça en dit des choses, ce coup de nez-là. » Hector attend un instant pour rencontrer le regard d'Andy, puis s'en va en balançant la queue et retourne en avant chercher la petite Mona, partie trop loin du groupe. Ils arrivent ainsi à l'entrée d'une petite forêt. « Elle est pas vieille, cette forêt-là, 50 ans, pas plus. Mes parents l'ont à peine connue, » leur dit Yvonne. « Avant, ici, c'était le pré communal. » Andy fronce les sourcils interrogateurs. Il ne connaît pas ce terme-là. C'était un lieu commun où les gens du village y mettaient leurs vaches, leurs chèvres, leurs moutons, leur bétail en général, pour qu'ils s'y nourrissent à l'œil, lui explique Yvonne. On avait peu de bêtes, mais on en prenait grand soin, parce qu'elles donnaient le lait et la viande pour toute l'année. Enfant, je mangeais de la viande qu'une fois par semaine. Andy regarde autour de lui et n'y voit qu'une forêt qui semble sauvage et en broussailles, abandonnée des hommes et de leurs outils. Il ne connaît, lui, que les forêts musées que l'on trouve autour des villes et tombe de suite amoureux de ce qu'il voit ici. Dans cette forêt, les animaux sauvages doivent être nombreux et se sentir chez eux. Si tu regardes bien, tu peux voir des pieds de vigne par-ci, par-là, dit-elle à Andy qui prend un air surpris. Oui, oui, t'as bien entendu, des pieds de vigne dans la forêt, mon garçon, dit-elle en riant. Les gens, ils avaient tous un petit bout de terre autour du pré communal, et un peu de verger pour avoir des pommes, un coin de vigne pour faire leur vin ou leur ratafia pour l'année, et pour faire pousser leurs herbes médicinales et les herbes pour leurs animaux. Mais la guerre de 39 a tout changé. Elle fait un geste de la main, comme pour la laisser derrière elle, cette saleté de guerre. J'ai un bon souvenir de la vache que mes parents avaient et qu'on leur a pris pour nourrir je sais pas trop qui, pendant qu'eux, ils ont crevé de faim. Elle regarde autour d'elle. Je sais même plus où sont leurs vignes dans toutes ces broussailles. Après la guerre, ils y sont plus allés. Ils n'avaient plus le droit. Plus de pré communal non plus. Mais souvent, le soir, maman me racontait comment c'était avant. Et j'avais du mal à croire qu'elle parlait des mêmes personnes que celles que je connaissais dans le village. Monsieur Sautois, qui faisait danser toutes les femmes au bal de danse traditionnelle, et que j'ai jamais vu que se traîner dans les rues, la patte raide, à regarder le sol. Et Madame Irène conduisait un petit bonheur, mais que son mari est jamais rentré. Porte disparue, qu'ils lui ont dit. Faut imaginer l'enfer que ça a dû être ces batailles pour que les hommes y disparaissent comme ça, qu'on peut même plus savoir qui est qui dans tout ça. Moi, cette dame, je la connaissais qu'en colère, toujours en train de gueuler sur sa marmaille. Je croyais qu'elle aimait pas ses gosses en vrai. Mais la vérité, c'est qu'elle a rien eu pour son mari disparu. Il leur fallait encore, aux officiels, pour lui accorder une pension de veuve. Du coup, elle a jamais rien touché comme aide. Et elle a jamais réussi à faire bouillir la marmite correctement pour ses gosses. Je la voyais souvent avec son torchon à la main, sur le pas de la porte, à regarder au loin comme si elle l'attendait, son homme. Yvonne a le regard perdu au loin. Qu'elle était belle, ma Irène. Le silence se fait et le regard d'Andy est attiré par de petites touches de vert autour de lui. Ce sont des bourgeons sur les branches des arbres et arbustes. La vie qui sort timidement de ces branches, qui paraissent peu vivantes pourtant, dans leur rigidité, le surprend vivement. Il s'approche et observe. De chacun de ces bourgeons, si petits et si précis dans ses lignes, une feuille, un fruit, une fleur,
poussera le mois prochain, et l'arbre que voit maintenant Andy doublera bientôt de volume, cachant l'horizon de son feuillage. Alors que maintenant, dans cette forêt, il peut voir l'horizon, les branches des arbres étant encore nues. En juin, ce sera différent, avec toutes ses feuilles et ses branches. Il ne saura plus où est la sortie de la forêt, avec tout ce vert à perte de vue. Son cœur se serre à l'idée qu'il ne verra pas tout ça, lui qui devra retourner en Île-de-France. « Andy » lui demande soudain Yvonne en se rapprochant de lui. Andy sursaute et lâche la branche de noisetier qu'il tenait dans la main. « T'as un drôle de prénom, dis donc. D'où c'est que tu viens ?»« D'une petite ville d'Eure-et-Loir. On habitait en périphérie avec ma mère, dans un immeuble. »« Mais ton prénom, il fait pas français, si ? T'as des parents qui viennent d'ailleurs ?» Andy reprend la branche dans sa main et caresse l'une de ses feuilles du bout du doigt, doucement. Elle se défroisse, puis se froisse de nouveau, lentement, formant un dessin digne de l'estampe d'un grand maître japonais. « Je ne sais pas grand-chose sur mon père, » répond Andy. Il entend alors Yvonne murmurer quelque chose à Rodrigue. Il se retourne et la voit bouche entr'ouverte à attendre la suite, le menton dressé. « T'as bien une mère, non ?»« Oui, elle m'a élevé seule, avec l'aide de son frère qui venait de temps en temps pour les petits travaux qu'elle ne savait pas faire. » Yvonne quitte alors le bras de Rodrigue pour s'accrocher à celui d'Andy. « T'as bien une photo de ton père ?» Gêné, Andy se mord la lèvre inférieure. « Je ne connais même pas son nom. J'ai fait des recherches, mais toutes les informations sont censurées du côté de mon père, comme si j'étais un enfant de l'adoption. Je ne comprends pas. Quand j'en parle à ma mère, encore maintenant, elle devient hystérique et finit toujours par me reprocher d'avoir abordé le sujet. C'est elle qui a demandé à ce que mon père ne le soit plus officiellement. Elle a été très claire là-dessus. Elle m'a dit que c'était un homme violent, c'est tout ce que j'en sais. À force, j'ai laissé tomber. Son frère ne veut rien me dire non plus. « C'est bien triste ça, mon Andy, » lui dit Yvonne en lui caressant le bras. Autour d'eux, les chiens se sont rassemblés et leur lèchent les mains. Un peu à l'écart, les siennes dans les poches, Rodrigue leur sourit. « Attends voir !» Yvonne plaque sa main sur son bras. « Dis donc, Rodrigue, elle pourrait pas l'aider, la magnétiseuse ?» « Ah oui, peut-être, » répond Rodrigue en souriant d'un air tranquille, heureux d'être au grand air. « On lui demandera si c'est dans ses cordes. » Et sur le chemin du retour, il lui parle de cette femme, arrivée il y a 2 ans chez eux, qui soigne par le magnétisme. « Elle soigne les douleurs, tout ça, mais elle est voyante aussi, » lui raconte Yvonne. « Elle le fait pas savoir, mais quand on y va, il s'y passe toujours de sacrés trucs. Elle nous dit des choses sur nos ancêtres, sur des vies qu'on aurait eues avant. Elle voit des choses qui nous sont arrivées dans le passé aussi. C'est spécial, mais ça marche en tout cas, les gens d'ici en sont contents. Elle pourrait t'aider à mon avis. » Intrigué, Andy essaie d'imaginer ce type de métier, le profil et le physique de cette femme. Il l'imagine âgée, marquée par la vie, portant des vêtements de couleur vive et trop voyantes, comme une cartomancienne. Ils ne rentrèrent de promenade qu'à 11 heures passées, racontant à Andy d'autres histoires du pays ou de son passé, s'arrêtant à chaque fois pour le faire, sans compter les habitants du village, qu'ils croisèrent sur le chemin et avec lesquels ils parlèrent de tout et de rien. Ils n'eurent pas le temps de bêcher ce matin-là, mais juste celui d'éplucher les légumes pour le sauté de veau qu'Yvonne leur prépara pour le déjeuner. Et maintenant, attablé avec eux, à boire du vin rouge du village voisin, Andy se sent bien. Chapitre 4. Il est 14h30, Rodrigue et Yvonne sont partis faire les courses et ont refusé qu'Andy les accompagne. « Va te promener, profite !» Alors Andy décida de retourner dans la forêt, découverte ce matin même. Yvonne lui fit un plan simple pour s'y promener sans se perdre. « C'est une forêt tout en long, mais pas large. Il y a peu de sentiers qui se rejoignent tous en boucle. Tu devrais t'en sortir avec ça. »
Et Andy se trouve maintenant dans la forêt à photographier avec son téléphone portable les bourgeons qu'il a découverts ce matin. Il est fasciné par leur diversité, leur précision, comme s'ils venaient d'être dessinés à l'aide d'un pinceau à la pointe extrêmement fine. Le drapé des feuilles, lorsqu'elles sont petites, est absolument superbe. Ces milliers de petites têtes qui sortent des branches, dans cette forêt encore nue de l'hiver, le troublent. Andy sent, dans chacun de ces bourgeons, la force de vie contre laquelle on ne peut rien. L'homme peut construire des routes et des barrages, raser des hectares de forêt pour y mettre des champs de culture, des lotissements ou de nouvelles villes. Il suffirait d'un temps sans entretien de l'homme pour que cette force de vie traverse le goudron, le déforme avec les années et recouvre de ses branches et racines ce que l'homme aura vainement tenté de construire. Si l'être humain disparaissait du jour au lendemain, en 50 ans à peine, la nature recouvrirait tout ce qu'il avait mis des siècles à bâtir dans sa quête folle de production. Cela donne le sourire à Andy qui continue à avancer dans la forêt, avec sous ses semelles cette force de vie qui bat lointainement comme un cœur au loin. Soudain, Andy entend un bruit qui le fait sursauter. Un déchaînement de coups de marteau, réguliers et précis mais extrêmement rapides, une rafale de coups portés sur du bois. Les coups reprennent et s'enchaînent, forment une pulsation, une musique qui résonne dans la forêt. Intrigué, Andy accélère le pas dans la direction du bruit. Les sons se font de plus en plus précis, tandis que la forêt s'éclaircit et que s'offre à son regard une vaste clairière de terre sèche. Une jeune femme s'y trouve. Elle lui tourne le dos, faisant face à l'immensité du champ qui se trouve devant elle, et part rejoindre le village en contrebas. Les coups de marteau reprennent. Ils viennent des pas qu'elle fait avec des chaussures à talons sur une planche de bois. En jean, elle tient son pull à col roulé du bout des doigts à hauteur de ses côtes, à gauche, et regarde droit devant elle, le buste fièrement dressé, le dos droit, les jambes un peu fléchies. Fasciné, Andy se rapproche, mais un grognement sourd le force à s'arrêter. Un gros chien noir, couché à quelques mètres de la jeune femme, vient de se redresser et monte la garde vers la forêt. Il hume l'air en direction d'Andy et grogne de nouveau plus fort. « Cállate, niña !»« Tais-toi, ma fille !» lui dit la jeune femme par-dessus son épaule gauche sans s'arrêter de taper des pieds. Andy ne bouge plus. La chienne se couche de nouveau, les oreilles dressées, tout à sa tâche de veiller sur sa maîtresse. La jeune femme fait une pause et s'accroupit, manipule une petite enceinte portable posée à même le sol. Un tic-tac métronomique retentit dans l'air. Saisissant son pull de nouveau, les coudes formant un angle sec, elle refait les mêmes exercices mais en rythme, avec le tic-tac. Rafale, mélodie et contretemps s'enchaînent, le tout venant des mouvements de ses pieds qui bougent à peine sur la planche de bois. Elle la martèle de façon très variée. Elle utilise toutes les parties de son pied, la plante, le talon, le plat du pied, mais aussi la pointe de la chaussure lancée en arrière, la jambe ouverte en un angle sec au genou. Les minutes passent et Andy entre en transe. La joie et l'excitation s'emparent de lui. Lorsqu'elle répète une mélodie plusieurs fois de suite, Andy la chantonne avec elle, à sa façon. Selon la force qu'elle met dans sa frappe, elle donne des accents aux coups qu'elle donne à la planche, et toute une musique se crée. C'est du flamenco ? Mais oui, ça doit être ça. Andy retrouve enfin le mot qu'il cherchait. Il se rappelle avoir vu une danseuse à Paris, dans un restaurant spécialisé dans la paella. Elle tapait des pieds, elle aussi. Mais ce qu'il voit là n'a rien à voir avec cette danseuse à robe à pois voyante et aux chorégraphies simples et répétitives basées sur des mouvements de bras et de mains, sur des roulements de hanches. Elle tapait des pieds elle aussi, mais peu, et pas avec cette force-là, ni cette concentration-là, et elle souriait beaucoup. La jeune femme s'arrête, essoufflée, boit un peu d'eau et se tourne vers sa chienne qui balance la queue. Andy la voit enfin de face. « C'est bien, ma fille », lui dit-elle en français sans aucun accent.
Elle n'est donc pas espagnole? Pourtant ses longs cheveux bruns me l'ont fait croire. Elle a de beaux yeux clairs. De petite taille, son corps est musclé et ferme. Son regard, malgré la douceur qu'elle y met pour sourire à son chien, témoigne d'une rigueur et d'une dureté aussi, d'un tempérament assuré, peut-être même un peu fier. Mais lorsqu'elle cesse de boire et sourit franchement à sa chienne, tout en lui adressant un clin d'œil, Andy voit une femme qui rayonne de féminité et n'a pas peur de donner son sourire, la poitrine aussi fièrement dressée que lorsqu'elle tapait des pieds. Il se dresse de nouveau et dans l'air s'élève une chanson lente. Le fond sonore craque un peu et la voix grave du chanteur espagnol semble surgir d'un lointain passé. Il est accompagné d'une simple guitare et d'une voix de femme qui ponctue son chant par des interventions, à son intention, qu'Andy ne comprend pas. La jeune femme a repris sa position et regarde au loin vers le champ, tournant le dos à Andy. De là où il se trouve, il sent la tension de son corps et la voit prendre plaisir aux phrases jetées avec force et émotion par le chanteur de l'enregistrement. Ses mains prennent alors vie. Ses doigts se détachent lentement les uns des autres avant de se rejoindre de nouveau, inlassablement, semblant caresser l'air, y attraper des choses au vol. Elle tend les bras vers le ciel, les ramène vers ses hanches, leur donne un mouvement de rotation vers la gauche, puis vers la droite. Elle avance, recule, se déplace sur une courte diagonale, avec la ténacité d'un scorpion, qui, cramponné au sol, mettant tout son poids sur ses pattes, ferait une danse d'intimidation, disant, à travers elle, « Je ne bougerai pas de là », et envoûte son adversaire par l'intensité et la force qui se dégagent de ses mouvements. Un vent fort d'orage pourrait souffler, qu'elle ne bougerait pas d'1 millimètre, les cheveux au vent. Andy ne sait pas depuis combien de temps il reste là, à la regarder enchaîner les danses, tantôt lentes et tristes, combatives, tantôt rapides et joyeuses, toujours ponctuées de martèlements de pieds. Puis elle s'étire, boit encore un peu d'eau et range ses affaires, essoufflée et en sueur. Elle met sa planche sur un diable qu'elle va tirer derrière elle en repartant. Andy entend de nouveau sa chienne grogner et réalise qu'elles avancent maintenant toutes deux vers lui. Il fait demi-tour pour ne pas être vu et presse le pas. « T'as l'air tout secoué, mon Andy », lui dit Yvonne à son retour. Et de toute l'après-midi, Rodrigue et elle ne pourront avoir son attention, hypnotisé par ce qu'il a vu et qu'il revit encore et encore en souvenir. Il n'oublie pas la beauté de cette femme et ne pense qu'à la revoir. Chapitre 5. Le lendemain, dimanche 15 avril 2012. Il est 20h. Tous les trois ont fini de dîner et discutent devant le poêle de la cuisine où un bon feu les réchauffe. Il fait encore frais le soir, dans ces vieilles maisons de pierre aux murs épais. Yvonne est ravie, car aujourd'hui, Andy et Rodrigue ont pu bêcher son carré de potager. Et demain, elle pourra commencer à planter. Rien ne lui fait plus plaisir que de voir pousser les fleurs, les légumes qu'elle plante chaque année, et aller voir chaque jour leur évolution pendant l'été. Dans l'après-midi, Paulette, une voisine, les rejoignit pour le goûter, où la brioche faite par Yvonne finit d'être engloutée par ses 4 bouches gourmandes. Un peu là, le visage rouge d'être resté au grand air depuis 2 jours, Andy rayonne. Il ne s'est jamais senti aussi bien. La petite chienne, Mina, ne le quitte plus et monte sur ses genoux dès qu'il s'assoit, colle son corps au sien. Dans 1 heure, Rodrigue et lui reprennent la route pour rentrer en évitant les bouchons. Andy perd toute sa bonne humeur à l'idée de retourner dans son appartement si froid, où personne, pas même une plante, ne l'attend. Il y a vécu 15 ans, mais réalise que ce n'est pas chez lui. Comme un endroit sans âme qu'on lui aurait attribué. Il y aura mangé, dormi, des années durant, mais rien de lui ne s'y est inscrit. N'importe qui pourrait s'y installer sans penser déranger qui que ce soit, le croyant inoccupé. Un lieu neutre, pour celui qu'il était alors, neutre. Andy ? Il sursaute au contact de la main d'Yvonne sur son poignet. Penchée sur la table, elle le regarde d'un air inquiet. « T'es parti où, mon Andy ?
Tu nous entends plus depuis un moment, hein? Elle lui sourit par-dessus la table où se trouvent encore les assiettes du dîner. Rodrigue est là-haut et te pose des questions, et t'entends rien, mon petit, ajoute-t-elle, ses yeux clairs plissés par l'envie de le taquiner. Andy remarque avec surprise qu'il ne l'a pas vu quitter la table, en effet. Yvonne rapproche sa chaise de la sienne et plonge ses yeux dans les siens. T'as pas envie d'y retourner, hein? Puis elle secoue la tête, les lèvres serrées, alors qu'il ouvre la bouche pour lui répondre. Tu m'auras pas, va. Je connais trop bien ce regard, dit-elle. Rodrigue a le même quand il doit retourner dans cet enfer. Elle se laisse retomber contre le dossier de sa chaise. Je lui ai dit de vivre ici, mais il veut mettre de côté pour partir plus tôt à la retraite et venir ici avant d'être trop vieux. Il a toujours eu peur de manquer d'argent. Elle fait une pause, soucieuse, et puis en vrai, c'est lui qui a raison. Je n'ai plus la retraite de mon mari, je n'ai que la mienne, et comme j'étais couturière, c'était pas toujours officiel. Les gens me payaient en troc ou en espèces souvent. Du coup, je n'ai que le minimum retraite, et avant ça, je n'ai jamais gagné assez pour mettre de côté. Elle hausse les épaules fatalistes. Alors ça me serre le cœur qu'il parte 5 jours par semaine dans un endroit qu'il aime pas. Mais on n'a pas trop le choix. Rodrigue les rejoint justement, son sac à la main. Il prend la pose, se tient bien droit, tend la main devant lui comme pour faire une annonce importante. Mes amis, soyez fiers et n'ayez crainte, je pars affronter les vicissitudes de la vie, mais je reviendrai vendredi soir, couvert de gloire. Andy se lève. Andy. Rodrigue lui pose une main sur l'épaule, arrêtant son geste. Je ressens la même chose que toi, sauf que moi, je suis obligé d'y aller. Je n'ai pas démissionné. Demain, faut que je pointe. Mais pas toi, mon frère, pas toi, alors profites-en. Si tu veux, reste une semaine de plus, prends des vacances. Pas vrai, la mère? Demande-t-il à Yvonne par-dessus l'épaule d'Andy. Elle glisse sa main dans celle d'Andy et lui sourit de sa chaise. Ils ont clairement tout manigancé tous les deux. Mais Andy ne les connaît pas encore assez pour s'en rendre compte. Bouche bée, son regard passe de l'un à l'autre. Tu me ferais bien plaisir si tu prenais un peu de vacances ici, Andy. Tu me dérangerais pas? Je suis pas beaucoup à la maison. Et quand j'y suis, je suis bien occupé avec mon club et les copines ou les voisines qui passent. Mes semaines sont bien remplies. On ne se gênera pas tous les deux. T'es le bienvenu, conclut Yvonne en lui tapotant la main. Les chiens t'ont adopté, et nous aussi. On t'aime beaucoup, alors prends un peu de bon temps. Ça te fera du bien, le grand air. T'es encore un peu paro, pas vrai, Rodrigue? Rodrigue s'approche d'Andy, lui ausculte le fond de l'œil, tel un acteur de vaudeville. Fait une moue dubitative. Mouais, si j'étais toi, je me reposerais un peu ici avec la Yvonne, lui dit-il. Enfin, si elle te laisse un moment de répit, je préfère te prévenir, ajoute-t-il d'un ton confidentiel, cachant sa bouche à Yvonne pour qu'elle ne l'entende pas, mais parlant fort malgré tout. Elle parle beaucoup, la mère. Yvonne a tout entendu comme le voulait Rodrigue et lui tape la cuisse avec reproche. Andy est partagé et les regarde l'un après l'autre tout en réfléchissant. Il est bien ici et aimerait revoir la jeune femme. Andy, si t'as besoin de te rendre utile pour accepter de rester, bah tu feras la vaisselle, tiens, ça te va? Et puis tu pourras m'aider à planter dans le potager cette semaine, si tu veux. Ça m'aidera bien, lui propose Yvonne, tentant de le persuader de rester avec elle. Andy ne réussit pas à leur répondre tout de suite. Il se rappelle ce que Rodrigue lui dit le vendredi, avant de venir ici pour le week-end. Ne t'inquiète de rien, tu as créé du vide et la vie va t'en féliciter en le remplissant de choses nouvelles. Il espérait sans y croire qu'un événement imprévu les empêcherait de repartir tous deux. Que la voiture pourrait tomber en panne, par exemple. Il se rend compte à quel point c'était puéril de sa part. Abeille toujours dans son bocal, il attend que les événements extérieurs arrivent à lui et n'assume encore rien dans sa vie. Il se laisse porter par elle et par les autres. Andy s'en rend compte et décide d'en finir avec ça, maintenant. Il a envie de rester, et on l'y invite. Alors il accepte, et ne s'en sent pas coupable, vit le moment et c'est tout. Il les remercie avec effusion.
Je reste avec plaisir, merci beaucoup. Et Rodrigue reprit la route pendant qu'ils lui firent signe de la main. Puis Yvonne tricota devant le feu, ses chiens couchés autour d'elle, pendant qu'Andy rêvassa, le regard dans le vague, à la jeune femme qui danse le flamenco et qui habite près d'ici. Il se donnera les moyens de la revoir. Avant d'aller se coucher à petits pas traînants, après avoir embrassé ses chiens un par un pour leur souhaiter une bonne nuit, ainsi qu'Andy, Yvonne lui confia que remettre en ordre la chambre d'Amy dans laquelle il a dormi cette nuit serait une bonne chose. Tant d'affaires s'y sont accumulées ces dernières années. Elle servait de débarras pour des choses qui ne servent finalement à rien. On fera le tri ensemble cette semaine, si tu veux bien. Toi, ça te fera plus de place, et moi, ça me permettra de jeter les vieilleries. Andy accepta de bon cœur et monta se coucher lui aussi. Une fois de plus, cette nuit-là, il n'y eut aucun bruit dans la rue, aucune voiture ne passa, aucun cri, aucune sirène ne retentit. Au loin, juste le ronflement des chiens couchés au rez-de-chaussée. Avant de s'endormir, il sentit la petite Mina grimper lentement sur son lit, discrètement. Elle venait de monter les escaliers en douce, essayant de ne pas faire claquer ses ongles sur les marches de bois, et avait réussi son coup. Yvonne n'entendit rien et ne lui demanda pas de redescendre. Andy la laissa s'installer à ses côtés, posa sa main sur le dos soyeux de la petite Mina et la caressa. Et sombra doucement dans le sommeil, le sourire aux lèvres, son corps réchauffé par celui du petit chien. Chapitre 6. 5 jours plus tard, le vendredi 20 avril. Il est 7h30 du matin. Assis sur le perron de la maison d'Yvonne, Andy boit son premier café de la journée. Depuis 7 jours, il dort d'un sommeil dense et réparateur et a déjà changé quelques-unes de ses habitudes. Il boit moins de café et ne meurt plus de faim à 11h. Ici, il dort d'une traite, se couche sans mettre de réveil, car immanquablement à 7h, il se réveille et ne peut plus dormir. Les paupières fermées, il sent que sa pupille est éveillée et que rien ne pourra le faire dormir plus longtemps, comme un enfant attendant d'ouvrir ses cadeaux le matin de Noël. Il ouvre alors les yeux et découvre que la clarté est là, en effet, à travers les rideaux fins et rouges de la chambre d'amis d'Yvonne. Le soleil est à peine levé et tout son corps répond à son appel d'être actif, de sortir du lit. Il descend alors à la cuisine et allume la cafetière, car tous deux boivent du café le matin. Il est seul dans la cuisine. La meute a déjà rejoint Yvonne dans sa chambre et elle leur parle. Il entend par-ci par-là leurs pattes résonner au-dessus de lui sur le vieux plancher, ou leur queue y battre la mesure, taper contre un mur ou le pied du lit. Pendant que le café se fait, goutte à goutte dans la cafetière qui crépite, Andy remonte se préparer dans la salle de bain. C'est ainsi que la veille, il a compris qu'Yvonne ne parle pas uniquement à ses chiens, au petit matin, seule dans son grand lit de place. « Ah oui, la robe rose que tu m'avais faite à mes 8 ans. J'y étais belle comme un cœur, hein? Je l'ai retrouvée dans un carton hier, tu sais, dans la chambre d'amis. Je ne pensais pas l'avoir gardée. Ah, pour sûr, je peux plus la mettre maintenant. » Elle rit. « C'est bien vrai. Et papy, il a toujours mal au dos là où vous êtes? » Parfois, elle parle de ses ennuis ménagers, de ses douleurs, demande conseil à son mari comme s'il était là, avec elle. Le mardi, Andy demanda à Yvonne si elle avait une boîte à outils pour resserrer les vis des pieds de son lit qui bougent un peu. Elle n'en avait aucune idée. Mais, le lendemain matin, après son monologue habituel du réveil, c'est sans hésitation qu'au petit déjeuner, elle lui dit simplement « Au d'ivoire, tu trouveras une boîte à outils à la cave, au fond, à droite, sous une bâche. Il y aura tout ce qu'il faut dedans. » Et il la trouva là, en effet. Après 4 jours passés ensemble, Andy s'est attaché à Yvonne et aime préparer la table du petit déjeuner pour elle. Lorsqu'elle descend à 8h, après avoir parlé seule, puis pris le temps de se mettre en route à petits pas et à petits gestes, c'est avec bonheur qu'elle s'installe à table et commence à se servir. Ça fait drôle quand on l'a toujours fait pour les autres.
lui dit-elle le mardi matin. C'est agréable comme tout. Mais je te cache pas que ça m'enlève aussi le plaisir de faire la surprise aux autres. On alternera, hein? En tout cas, merci bien, mon Andy, ajouta-t-elle après lui avoir donné le bonjour du matin en mettant sa main sur son épaule pour qu'il se baisse un peu et qu'elle puisse lui embrasser la joue. Mais Andy se lève toujours le premier et ne peut s'empêcher de lui faire la surprise. Depuis 5 jours, c'est lui qui prépare la table. C'est maintenant vendredi et il réalise qu'il est là depuis 1 semaine déjà et n'a rien vu passer. Ce matin, Andy mange à peine. À 10h, il a rendez-vous avec la petite magnétiseuse qui habite à 3 rues d'ici. Il est partagé entre curiosité et appréhension, lui qui n'a jamais fait ce genre de soins avant. Il regarde les aiguilles de l'horloge tourner lentement et, à 10h pile, il se présente chez Carla Fernandez. Sa maison, comme toutes celles du village, paraît avoir été construite sans respect de lignes ni de tracés de route, les unes à côté des autres, comme des champignons. Pour accéder à certaines d'entre elles, il faut passer par d'anciennes ruelles aux dallages de pierre entre 2 vieilles maisons. Dans ce village fait de maisons en pierre, dont certaines datent du XVIe siècle, il n'y a ni barrière ni clôture. Les maisons, les puits et les jardins se succèdent, ainsi que des passages faits de vieilles portes qui mènent d'un endroit à un autre, sans que l'on puisse dire à quelle maison voisine chacune d'elles appartient, ni à quelle maison chacun de ces jardins est rattaché. Andy le fit remarquer à Yvonne lors de la promenade quotidienne de la meute. Celle-ci lui expliqua qu'en effet, dans l'ancien temps, beaucoup de maisons furent construites comme ça, selon les besoins de l'époque. Pour s'assurer qu'une autre maison ne soit pas construite contre la nôtre, avec un mur mitoyen, on achetait le terrain autour et on faisait dépasser des murs de pierre, de plus grosses pierres, qui ressortent du mur de façon bien visible et intriguent les promeneurs. Une ancienne façon de délimiter son territoire. Et puis, selon les besoins migratoires des populations qui venaient travailler dans le Morvan pour un type de culture, pour l'exploitation du bois ou de la vigne, ou pour faire partie d'une équipe de restauration d'un bâtiment classé historique par Viollet-le-Duc, les maisons s'étaient ajoutées dans les espaces laissés libres, donnant l'impression qu'elles avaient poussé comme des champignons. Certains villages furent ainsi créés au XIIe siècle et se transformèrent avec le temps. En particulier au milieu du XIXe siècle où Napoléon défigura la France entière, comme à Haussmann le fit au même moment avec Paris. Il traça pour chaque village de grandes rues qui le coupaient en 2. Créa pour chaque commune une rue principale 2 fois plus large, plus droite et plus praticable que l'ancienne voie romaine qui serpentait alors dans le village. On n'y passait pas à 2 voitures. Avec la création de ces artères, reliées les unes aux autres, qui quadrillèrent la France entière, des tas de puits et de jardins furent détruits, ce qui rendit les villages encore plus complexes, car certaines maisons perdirent ainsi leurs puits ou furent séparées de leurs jardins par cette nouvelle grande rue. Ainsi, dans ce coin de France, pour l'achat d'une maison, on acquiert des droits de passage. Ainsi, des portes et leurs passages nous appartiennent, que l'on peut cadenasser et privatiser si on le veut. Ces droits donnent également l'autorisation de traverser la cour, la grange ou le jardin du voisin sans qu'il puisse s'en plaindre, et ce afin d'accéder à notre propre jardin ou notre grange, etc. Certains de ces droits provoquaient, et provoquent encore d'ailleurs, de belles querelles de voisinage difficiles à résoudre. Certaines d'entre elles durent parfois pendant des générations entre 2 familles. Andy arrive enfin chez Carla Fernandez en suivant des panneaux de bois indiquant « magnétiseur » depuis la grande rue. La maison est en pierre comme toutes celles du village avec un perron qui donne accès au premier étage où se trouve la porte d'entrée. Au rez-de-chaussée, une vieille porte en bois qui doit donner sur une cave. Ce village est un ancien village de vignerons. Les caves furent construites au niveau du sol, de grands lieux où stocker le vin. Andy trouve un autre panneau « Entrée » accroché au bas du perron, ainsi qu'un second qui annonce aux visiteurs « Bienvenue, nous avons rendez-vous à 10h. Merci de patienter si vous êtes en avance.
Accès réservé aux patients et à leurs accompagnateurs. Ne pas déranger pendant les soins. Merci de m'appeler au numéro de portable si vous souhaitez un rendez-vous. Merci, Carla Fernandez. L'heure est indiquée par une roue en bois avec une dizaine d'horaires différents que l'on tourne selon l'heure à indiquer. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre et un gros chien le rejoint en aboyant gravement tout en balançant la queue pour lui souhaiter la bienvenue. « Dis bonjour, ma puce !» entend Andy de la porte d'entrée restée ouverte. Puis, une petite femme brune aux yeux verts en sort et l'invite à monter les marches. La chienne remonte vers elle et colle son corps contre le sien, fait barrière entre elle et Andy. « Tout va bien, Nina, va sur ta couverture, » dit-elle en la caressant. La chienne entre dans la maison en balançant la queue. Andy a tout de suite reconnu la jeune femme de la forêt qui dansait le flamenco et reste bloqué de stupeur en bas des marches, sous le choc. « Vous êtes bien Andy ?» lui demande-t-elle en riant. « Alors c'est bien vous que j'attends, venez !» Et elle lui fait signe de la suivre à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, comme chez Yvonne, il y a d'abord une grande cuisine, suivie d'un petit salon, tout de haut de plafond. Carla referme la porte d'entrée derrière lui et l'invite d'un geste à monter à l'étage. La chienne les suit et se couche bruyamment de tout son corps dans la chambre voisine de la pièce où Carla le fait entrer. L'atmosphère y est douce avec des bougies blanches allumées. Une lampe colorée y diffuse de la lumière bleu marine. Ça sent la myrrhe et l'encens. Au mur, des citations manuscrites, des croquis du corps humain, des plumes. Il se sent tout de suite à l'aise dans cette ambiance tamisée, intime, et s'assoit sur la chaise qu'elle lui désigne de la main. Puis elle s'assoit face à lui, à côté d'un bureau sur lequel se trouvent des verres et une bouteille d'eau, des classeurs, une bougie allumée, des pierres et des bracelets. Un calepin ouvert et un crayon bic noir. Carla lui sourit, prend le stylo et lui dit « Vous ne vous attendiez pas à quelqu'un de mon âge, c'est ça ? J'ai l'habitude, » dit-elle en haussant les épaules. « Tout le monde me dit que j'ai commencé tôt ce métier. La plupart des rebouteux, comme on les appelle ici, ont déjà la cinquantaine et font ça en plus d'un autre travail, comme agriculteur par exemple ou bûcheron. Un métier dans la nature en tout cas. » Elle fait une pause. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et elle attend, en le regardant dans les yeux. Andy retrouve le visage grave et concentré qu'elle a en dansant et sent qu'il a toute son attention. « Je suis en vacances ici, un ami et sa mère m'hébergent. Je viens d'Île-de-France et sur un coup de tête, je viens de tout quitter. Mon appartement m'attend, mais je ne veux plus y retourner. J'ai démissionné d'un travail qui, dans le fond, ne me plaisait pas. En général, je suis plutôt perdue. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à m'excuser d'être là, à avoir pris un chemin sans l'avoir choisi. Et ce chemin, je ne l'aime pas. Et je ne sais pas si je l'ai aimé d'ailleurs. Mes amis m'ont dit que vous pourriez m'aider. » Pendant qu'il parle, Carla le regarde avec attention, le corps immobile. Seuls ses yeux bougent et regardent parfois autour de lui ou derrière lui. Elle semble écouter ce qu'il dit, mais pas seulement. Une sensation qui le déstabilise un peu, puisqu'il n'y a que dans la pièce. Après un temps de silence où Carla continue à sembler écouter quelque chose au loin, elle acquiesce d'un bruit de gorge et prend une grande inspiration. « Ne soyez pas étonnés, je commence toujours par étudier la première impression que vous donnez. Si vous me la donnez à moi, vous la donnez à tous les autres, et ça va les influencer dans vos rapports. Et j'observe votre aura aussi, » ajoute-t-elle. « Et la vôtre est triste, froide. Elle est timide et froide, presque poisseuse, » précise-t-elle en faisant la moue. Puis elle rit face à la réaction d'Andy qui fronce les sourcils, prêt à se défendre. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre faute, » s'excuse-t-elle d'un geste. « On va aller voir pourquoi elle est comme ça, mais je vous dis tout ça pour vous permettre de comprendre des choses sur votre passé. Avec une telle aura, par exemple, d'instinct, les autres ne vont pas rester avec vous. Ils vont avoir l'impression que vous avez trop besoin d'eux et que vous allez leur en demander trop, ce dont la plupart d'entre nous est incapable, il faut le savoir.
Il faut déjà se porter dans la vie. Ce n'est pas toujours facile, alors porter quelqu'un en plus, peu d'entre nous peuvent le faire. Elle lève les yeux au ciel. Ce sont des âmes de martyrs, de saints, prêts à se sacrifier pour les autres, qui sauront faire ça. Ceux-là, on les retrouve d'ailleurs dans le bénévolat, les métiers d'aide sociale. Carla parle en faisant de grands gestes avec les mains pour être bien comprise, tout en le regardant dans les yeux. Elle ne sourit pas, sérieuse, tout à son explication. Mais attention, ceux-là ne sont pas bien équilibrés non plus. Vouloir trop donner comme ça, c'est ne pas vouloir penser à soi. C'est se fuir. Chez ces patients, je découvre la volonté inconsciente de vouloir se racheter d'une vie antérieure où ils ont fait des erreurs, par exemple. Enfin bref, dit-elle en coupant net, laissant tout ça d'un geste de la main derrière elle. Donc, votre aura à vous me dit que, dans votre vie, vous devez avoir peu de monde autour de vous. Vous avez quel âge ? 39 ans cette année, lui répond Andy un peu tendu. Et aucune relation amoureuse fixe, n'est-ce pas ? Les femmes ont fui, lui demande-t-elle crûment. Oui. Andy cligne des yeux ébahi. Personne ne lui a jamais parlé comme ça. Eh bien, c'est normal. Elle rit en le voyant sursauter de surprise. Excusez-moi, je suis peut-être un peu brutale dans ma façon de le dire, mais je ne sais pas faire autrement, excusez-moi. Mais je pense que c'est important de comprendre les choses pour ne pas devenir une victime. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas celle des autres non plus. Pour moi, seule une femme au tempérament sacrificiel serait restée avec vous. Mais elle aurait fini par vous étouffer. Parce que dans le fond, vous n'auriez pas supporté d'avoir quelqu'un sur le dos, si ? Elle l'interroge du regard. Andy ne sait quoi répondre à une question aussi intime. Il la connaît à peine. Vous semblez avoir vécu un choc émotionnel dans l'enfance. On sent l'abandon autour de vous, ajoute-t-elle d'un geste vague de la main qui le désigne lui et tout ce qui l'entoure. Votre âme lance un appel pour qu'on lui réponde, mais personne n'y répond. Carla continue à sembler écouter quelque chose au loin. Sidéré par ce qu'il vient d'entendre, Andy reste silencieux et attend, les mains jointes sur ses cuisses. Enlevez vos chaussures, votre montre, vos bijoux, vos clés, tout ce qui en ferraille, et posez-les sur le bureau, s'il vous plaît, lui dit-elle en se mettant debout. Puis elle l'attend de l'autre côté de la table de massage bleu turquoise qui se trouve au centre de la pièce. Andy la rejoint et s'y allonge, pose sa tête sur l'oreiller. Il entend Carla mettre un CD dans le lecteur qui se trouve à côté de la lumière bleue, voit son profil baigné de lumière, relève les yeux au plafond, troublé. Des chants graves, des voix d'hommes s'élèvent dans la pièce. Ce sont des chants tibétains traditionnels, c'est cette vibration-là qu'il vous faut. Puis elle s'assoit derrière lui sur un tabouret et lui dit de fermer les yeux, d'écouter la musique un instant. Andy l'entend respirer de plus en plus lentement derrière lui. Puis elle pose ses mains de chaque côté de sa tête. Des frissons parcourent son corps qui sursaute, surpris. « Ne vous inquiétez pas, je ne verrai que ce que je dois soigner, » lui précise Carla. « Vous êtes venu ici entouré d'un nuage qui contient des milliers d'informations, mais je ne les verrai pas toutes. Vous garderez votre jardin secret, » lui dit-elle en lui tapotant amicalement la tempe droite. Andy se sent à la fois bien et mal, comme si un raz de marée monte en lui et menace de le submerger. « Tout va bien, respirez bien, le rassure-t-elle. Tout est normal, laissez faire, je suis là. Vos réactions sont amplifiées ici, c'est l'atmosphère du cabinet qui veut ça. C'est fait exprès pour pouvoir vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, de ce qui vous pollue. Il n'y a pas de danger, » lui dit-elle en lui caressant un instant l'épaule du bout des doigts, rassurante, presque maternelle. Andy se détend un peu, laisse le raz de marée monter lentement à lui et se concentre sur sa respiration comme Carla le lui demande alors. Votre corps énergétique, celui qui se superpose à votre corps physique sans que vous puissiez le voir, est sous emprise, lui apprend-elle. Il n'est pas libre de ses mouvements. Vous avez des cordes partout autour de vous qui vous empêchent et vous retiennent. Votre gorge est fermée, vos poings crispés, comme quelqu'un qui voudrait tout démolir autour de lui, lui dit Carla d'une voix calme. Andy ouvre les yeux et voit qu'elle a les yeux fermés, un peu penchés au-dessus de lui.
Puis elle se lève et pose les mains sur lui à différents endroits, semble faire le geste de lui enlever ses cordes. Le visage de Carla est grave et sa respiration lente. Elle donne l'impression de voir clairement, se déplace aisément dans la pièce alors que ses paupières sont closes. Malgré ses yeux fermés, Andy sent la force de son regard sous ses paupières. Elle semble étudier son corps à travers elle. Il referme les yeux. En lui, la vague monte toujours et menace de l'étouffer. Son corps se crispe. Carla pose alors ses mains sur sa gorge et son ventre sûr d'elle. Prenez de grandes respirations. Ventilez à fond. Buvez l'air. Laissez monter sans peur. Je suis là. Respirez fort, grand, lui dit-elle avec le ton d'un capitaine de navire tentant de diriger son équipage face à une mer déchaînée. Sa voix est plus forte et l'encourage. Bien qu'il soit plus âgé qu'elle, il la sent soudain très âgée, impressionnante. Il respire autant qu'il peut. Les larmes commencent à couler sans qu'il s'en rende compte et mouillent l'oreiller. Et maintenant, continuez à inspirer grand par la bouche. Et sur l'expiration, utilisez vos cordes vocales. Gueulez comme un chien qui a mal, lui dit-elle de sa voix amplifiée qui remplit la pièce. Comme un enfant qui a peur. N'ayez pas de pudeur. Plus vous crierez, plus je serai contente. Sur sa gorge prête à éclater, Andy sent sa main droite qui le caresse tendrement avec le pouce, alors que sa voix est toujours autoritaire et forte et le pousse à toutes les audaces. Andy sent sa tête partir en arrière et le premier cri sort, telle une bombe qui explose, d'une voix fêlée mais puissante. Inspirez et criez aussi fort que vous voulez, c'est votre moment. Et Andy perd le contrôle. Son corps est pris de soubresauts sur la table, retenu par la main ferme de Carla, tandis qu'il hurle comme un chien cherchant son maître, comme un loup hurlant à la lune, comme un enfant perdu dans le noir. Les cris s'enchaînent, ne semblent pas vouloir s'arrêter. Tapez du poing, tapez du pied sur la table, allez l'invite-t-elle en bon capitaine. Et Andy, sans réfléchir, le fait. La table bouge, mais Carla la retient de tout son corps plaqué contre elle, au niveau des hanches, tout en caressant le front d'Andy avec son pouce, l'autre main toujours plaquée sur sa poitrine. C'est ça, encore, encore. Ce n'est pas juste ce qui vous est arrivé, alors gueulez-le. Libérez-vous de cette colère qui vous étouffe. Allez, je suis là, tout va bien, lui dit-elle d'une voix toujours forte, avec un toucher doux de la main. Ce mélange d'amour et d'autorité permet à Andy de se sentir soutenu, écouté, et le barrage cède en lui. Des sanglots arrivent et durent de longues minutes. Carla se baisse et pose sa joue gauche contre son front, lui caresse doucement les cheveux. Voilà, c'est bien. Je suis là. Tout va bien. Laissez bien sortir. Andy ne peut s'empêcher de se cramponner à elle, et tous deux restent de longues minutes ainsi avant que ses sanglots ne s'apaisent. Le silence revient. Le visage d'Andy est trempé de larmes, il a chaud. Carla l'essuie doucement avec un mouchoir, en place un deuxième dans le creux de sa main. « Mouchez-vous un bon coup et laissez tomber le mouchoir par terre, lui demande-t-elle. Il le fait et sent que cela libère sa respiration. Il n'ose ouvrir les yeux, il a honte soudain. Mais il se sent aussi léger, si léger. Carla s'assoit derrière lui et pose de nouveau ses mains de chaque côté de sa tête. Elle ne semble absolument pas gênée ou peinée pour lui. « C'est parfait, bravo, beau travail », dit-elle d'une voix calme et posée. Andy ne reconnaît plus celle qui lui demandait d'une voix forte de crier, de tout lâcher. Laissez votre respiration se calmer et reprendre un rythme moins saccadé. Laissez-la faire. Vous allez être fatigué quelques instants, mais ce n'est rien. Vous allez rester allongé encore un moment, alors reposez-vous, gardez les yeux fermés et laissez les images et les sensations venir à vous. Des mains de Carla, Andy sent un fluide descendre dans son corps. De temps en temps, elle fait un bruit de gorge comme pour acquiescer à quelqu'un d'autre. Andy sent les limites de son corps s'estomper comme si le sommeil allait l'emporter. Pourtant, la conscience d'être dans la pièce avec Carla, avec ses chants tibétains, ne le quitte jamais. Il est dans un entre-deux où des images lui viennent en tête. Au début, tout est flou.
Mais à force de tenter d'y voir plus net, il reconnaît la cuisine de sa mère. Un homme grand et carré d'épaules, aux cheveux courts et aux sourcils épais, la secoue en la tenant par les épaules. « Mais tais-toi, bon sang !» lui hurle-t-il au visage. « Je n'en peux plus de t'entendre gémir. Tu m'emmerdes !» Et il la pousse, la fait tomber sur une chaise. D'une voix plaintive, elle pleure. « C'est fini, je te quitte. C'est fini de ton chantage permanent. Je ne suis pas ta chose. » Il prend son visage entre ses mains. « Le monde n'a pas été créé pour toi. Et moi non plus. Ras-le-bol de tout ça, de tes crises, de tes conneries. J'en ai marre d'être tout le temps enfermé avec toi pendant que tu te lamentes. Je n'en peux plus. » Andy voit le visage de l'homme qui se tient maintenant au-dessus de lui, tournant le dos à sa mère. Il paraît très grand. Andy voudrait parler, mais n'y arrive pas. Il ne sait pas encore parler. Il est trop jeune encore. Il le sent bien dans toute l'impuissance que lui fait ressentir son corps. L'homme prend sa main, qu'Andy découvre toute petite, et la caresse maintenant d'une très grande douceur, avec beaucoup d'amour. Ils échangent un long regard. Soudain, la voix hystérique de sa mère retentit et elle se glisse entre eux. De son torse, elle enserre le landau dans lequel Andy se trouve. « Recule de là, lâche-le !» crie de nouveau l'homme menaçant. Mais elle s'y cramponne, et de peur de faire tomber le landau, et Andy avec, l'homme abandonne. Andy ne voit plus que la poitrine de sa mère et son visage qui lui sourit. « Maman chérie est là, bébé. Tout va bien, tu vas rester avec ta maman. »« Je ne te le laisserai pas, tu es folle. Tu auras de mes nouvelles. » Et Andy l'entend quitter la pièce. Il voit alors sa mère le regarder longuement, passant sa langue sur ses lèvres. Elle lâche enfin le landau et recule, commence à se gifler, à déchirer son chemisier, à s'ébouriffer les cheveux. Puis elle sort de l'appartement en hurlant « À l'aide, au secours! Aidez-moi !» Andy reprend conscience et avale l'air goulûment comme s'il était en apnée. Carla se tient debout à côté de lui et a les yeux ouverts. « J'ai eu l'intuition que votre père n'a jamais été autorisé à vous revoir, » lui dit-elle. Andy fronce les sourcils. A-t-elle, elle aussi, assisté à la scène ? Ce n'est pas possible. Carla comprend son étonnement et hoche la tête, lui sourit. Oui, elle l'a vu elle aussi. Votre mère a dû porter plainte ou quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier ça par vous-même auprès de l'administration. Suffoqué, Andy veut intervenir. Carla l'interrompt d'un geste. C'est mon métier de voir les choses. Ce qu'on a vu ensemble était en attente dans votre esprit, dans votre inconscient, et attendait d'être libéré. Vous n'avez plus que votre mère, c'est bien ça ? Et jamais connu votre père ? Oui, c'est ça, dit Andy, essayant de se relever. Carla met sa main sur sa poitrine. Attendez, allez-y doucement. Vous venez de faire ce qu'on appelle un voyage astral et c'est fatigant quand on n'a pas l'habitude. C'est comme un muscle que vous avez mais que vous n'utilisez jamais. Ça peut tirailler ces prochains jours, vous serez peut-être très fatigué. Elle lui sourit et se penche pour éteindre le CD de chant tibétain. Prenez le temps de vous asseoir et restez comme ça un instant. Elle lui amène un verre d'eau, puis sort de la pièce. Andy l'entend faire couler de l'eau dans une pièce voisine et parler à sa chienne, qui donne de joyeux coups de queue dans les murs. Andy retourne s'asseoir à côté du bureau et boit le verre d'eau qu'elle lui a versé. La chienne pousse la porte entr'ouverte et vient se coucher sur ses pieds lourdement. Carla entre et lui sourit, s'assoit face à lui. « Vous avez eu une grosse séance, mais tout est normal. C'est comme ça que ça devait se passer. Reposez-vous ce week-end, profitez d'être en vacances et ne cogitez pas trop par rapport à ce que vous avez vu. Allez-y doucement. Le travail va se faire de lui-même. Donnez-vous ce temps de récupération comme après une grosse grippe ou un truc de ce genre. Soyez gentil avec vous-même. » Et 15 minutes plus tard, Andy se retrouve de nouveau en bas du perron.
Il a l'impression d'avoir trop bu, avec une sensation en plus de légèreté dans le corps et dans la tête. Carla et sa chienne lui font un dernier geste de la main du haut des marches et retournent dans la maison. Carla a les traits tirés elle aussi. Elle va certainement se reposer. Comme il aimerait se poser dans un canapé avec elle, pour se reposer ensemble, tout en la tenant contre lui, en lui caressant doucement les cheveux. En retournant chez Yvonne, il se perd dans le village, ce qui le fait rire. Yvonne et sa meute l'accueillent avec joie, et ils déjeunèrent gaiement. Puis la sieste s'imposa, Andy étant épuisé par le soin, mais heureux.